Bien, chers Montluçonnais, chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux élus et têtes de liste municipales d'autres communes d'être présents parmi nous ce soir. Je salue notre député Bernard Desterlin qui nous a rejoint tout à l'heure. Vous pouvez l'applaudir. Je salue avec déférence Maître Maurice Brun, notre ancien député maire. Je salue Marie-Claude Aiguillon et Henri Malavo, conseillers régionaux d'Auvergne. Je salue amicalement Adena Lizaer, qui porte nos couleurs à Désertine. Et je salue mon ami Daniel Jumeau, le futur maire d'Hérisson. J'ai des excuses de Marc Malpé et de Bernard Pozzoli qui, dans la période actuelle, sont pris dans leurs communes respectives. Vous venez de découvrir, sur la mine brossée avec talent et à grands traits, l'ossature de notre programme municipal, le programme qui est résumé en ce journal de l'USPACH qui vous a été distribué. Nous avons fait le choix de le présenter à plusieurs voix, à la fois pour éviter un long monologue qui aurait rapidement capter l'attention, distrait l'attention de la majorité d'entre vous, et surtout pour montrer qu'il s'agit d'un projet d'équipe, certes avec une tâche de liste, mais d'une équipe cohérente et soudée. Une campagne municipale, c'est un projet, il vient de vous être présenté, une équipe, une campagne municipale, c'est une équipe, et je vous invite à rencontrer mes 38 colistières et colistiers jeudi 6 mars, et dans 2 semaines exactement, à 18h à l'Orangerie, sous une forme un petit peu plus conviviale, puisque ce sera autour d'un verre. Là, vous pouvez applaudir. Et une campagne municipale, c'est aussi un style, ce sont des valeurs, c'est une éthique. Être maire, c'est le mandat le plus exigeant et le plus enthousiasmant. C'est celui qui permet d'agir sur le quotidien des habitants, d'organiser le vivre ensemble et d'améliorer les conditions de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Être maire, c'est rassembler sans jamais rien perdre de la direction à suivre. C'est écarter la stigmatisation, la division, la suspicion, les oppositions entre les citoyens, ceux qui seraient là depuis toujours, ceux qui sont là depuis moins longtemps. Être maire en cette période difficile où la montée des tensions s'accompagne d'insécurité matérielle et sociale, c'est avoir la volonté farouche de faire vivre la laïcité et les valeurs de la République. C'est à cette fonction que je me suis préparé. Je veux l'exercer en étant digne de votre confiance et en restant fidèle à moi-même. Tout dans ma vie m'a préparé à cette échéance, mes engagements, mon métier au service des autres, mes responsabilités successives. J'ai pris le recul nécessaire pour réfléchir sur moi-même, sur la situation de notre ville et de ses habitants, sur les forces et les faiblesses de notre territoire, pour travailler les dossiers et pour rencontrer les Montluçonnais. Je dis qui je suis, c'est le premier courage en politique. Je suis socialiste. D'ailleurs, pourquoi le cacher, puisque tout le monde le sait. Il ne m'a pas échappé qu'avec la crise, les partis sont impopulaires. Mais j'assume totalement mon appartenance et je suis fier d'être membre de ce grand parti démocratique, le Parti socialiste. Comme je suis fier d'avoir le soutien du Parti radical de gauche, de l'Europe Écologie Les Verts et de compter parmi les colistiers des citoyens engagés qui représentent toutes les sensibilités de la gauche montluçonnaise. Je serai le maire de tous les Montluçonnais, mais je ne gommerai aucun aspect de mon identité, ni aucune aspérité. L'heure n'est certes plus à l'idéologie, mais en cette période troublée, il faut faire preuve de clarté. La situation montluçonnaise est difficile. La ville et le bassin cumulent 2 handicaps avec le chômage et la baisse de population. Notre territoire est l'un des plus mal placés de la région Auvergne,
à la fois pour les prévisions démographiques et pour les perspectives économiques. Près de 25% des Montluçonnais vivent sous le seuil de pauvreté. Chacun connaît le diagnostic, même ceux qui refusent de voir la réalité en face. Nous refusons de nous résigner. Une collectivité ne peut pas tout, mais elle dispose de moyens conséquents pour créer les conditions du développement économique et social. Nous ne sollicitons pas les suffrages de nos concitoyens pour accompagner le déclin de la ville, l'appauvrissement et le vieillissement de la population, mais bel et bien pour inverser la tendance et faire réussir Montluçon. Nous sommes fiers du riche passé industriel de notre ville, de ceux qui l'ont façonné, de ceux qui ont embelli et humanisé Montluçon, mais nous sommes résolument tournés vers demain. Nous ne sommes donc pas dans la nostalgie, ce qui ne nous empêche pas d'être fidèles à nos racines, à nos valeurs, à la mémoire ouvrière de Montluçon qu'il faudra faire vivre en un lieu dédié de la ville. Nous sommes les héritiers de personnages illustres qui ont fait notre ville, qui ont organisé un tissu d'ordre de solidarité, ce que les historiens ont depuis nommé le socialisme municipal. J'ai la conviction que les améliorations locales qui embellissent notre ville tentent à relever les conditions matérielles et le niveau intellectuel et moral des classes laborieuses, disait Max Dormois. Certes, les mots sont d'un autre temps, mais les défis à relever n'ont pas changé. La vraie richesse montluçonnaise existe toujours, et c'est autour d'elle que nous allons construire notre avenir. Autour du savoir-faire des habitants et du monde associatif, autour du Cher, notre rivière, autour de laquelle nous aménagerons un espace de vie et un lien avec ces espaces naturels qui nous entourent, autour de notre centre historique qui sera remis en valeur, et en nous appuyant sur notre position géographique centrale pour développer l'attractivité touristique et l'attractivité économique. Nous consacrerons chaque euro d'argent public à la valorisation de notre territoire, à une politique d'intégration et d'équilibre entre les quartiers et à l'amélioration des conditions de vie les plus précaires. Nous porterons une attention particulière à la jeunesse, la grande oubliée des 13 années écoulées. Notre jeunesse qui paie le plus fort tribut à la crise, cette jeunesse qui quitte progressivement notre ville pour ne plus revenir. Alors nos choix, vous les connaissez maintenant. Agir pour l'emploi, embellir et animer la ville et protéger les Montluçonnais. Pour l'emploi, nous ne nous appuyons pas sur un quelconque carnet d'adresses. Nous ne nous contenterons pas d'attendre l'arrivée spontanée d'hypothétiques entreprises. Nous détecterons les porteurs de projets pour les accompagner humainement, techniquement, financièrement. Nous transformerons les besoins de nos concitoyens, et je pense en particulier à l'isolement des logements et à l'aide aux personnes âgées. Donc ces besoins de nos concitoyens, nous les transformerons en filières structurées et porteuses d'emploi. Nous utiliserons tous les dispositifs possibles pour donner du travail à nos jeunes et nous investirons sur les technologies du futur. Embellir et animer la ville, certes pour le plaisir des Montluçonnais, mais aussi pour stimuler l'attractivité de Montluçon et par là même développer l'activité économique et soutenir le commerce de proximité. Et protéger les Montluçonnais. Montluçon a toujours été une ville solidaire. Il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, mais de prendre en compte à la fois les besoins de nos concitoyens en difficulté sociale, le respect de leur dignité et la nécessité de leur faire jouer un rôle dans la vie de la cité. Personne ne sera laissé au bord du chemin, mais nous irons plus loin. Tous ceux qui bénéficieront des actions de solidarité devront avoir la possibilité de donner de leur temps, de leur savoir-faire, pour leur quartier et pour Montluçon. Avec tous, les travailleurs sociaux, les associations, les personnels municipaux des différents organismes, nous organiserons une nouvelle solidarité qui protège, qui soutient, qui valorise et qui intègre. Et rien ne sera possible sans une démocratie locale revitalisée. Des commissions extra-municipales ouvertes aux associations et aux syndicats seront créées. Des budgets participatifs, gérés par les citoyens dans leur quartier, seront mis en place. Et je pense par exemple, il y en a d'autres, aux habitants de Blanzac qui nous ont fait part de leur sentiment d'abandon et pourront appréhender eux-mêmes l'embellissement de leur quartier. Montluçon, notre ville, sera un véritable journal d'information municipale qui valorisera la ville et ses habitants, et non pas un outil de propagande au service de l'image du maire. Et l'opposition,
l'opposition, dont je ne doute pas qu'elle sera aussi constructive que nous l'avons été, sera respectée, son expertise sera régulièrement sollicitée. Au personnel municipal, qui sera un acteur primordial de cette nouvelle gouvernance, je voudrais dire ceci. Aucune chasse aux sorcières, comme nous avons pu le constater et le dénoncer après 2001, ne sera pratiquée. Les évolutions de carrière se feront sur la base de la compétence à son poste de travail et non pas sur l'appartenance ou pas au parti du maire. Aucun conflit d'intérêts ne sera toléré. L'amélioration des conditions de travail sera en permanence au cœur de nos préoccupations et le personnel communal sera associé à la réflexion sur les projets de la municipalité. Dans le même temps, chaque agent devra avoir à cœur l'excellence des services rendus à la population. La jeunesse. Les jeunes quittent la ville pour trouver du travail ailleurs, et parmi ceux qui restent, beaucoup sont sans emploi, à la charge de leur famille, sans autre perspective. Quant aux dispositifs gouvernementaux d'aide à l'emploi des jeunes, ils sont moqués et boycottés par le maire UMP pour des raisons, j'imagine, idéologiques. Ces emplois, nous en créerons plusieurs dizaines, en priorité pour les jeunes de nos quartiers. Même si l'essor économique doit être le moteur de l'emploi, tous les outils doivent être utilisés contre le chômage des jeunes. Et le reste sera à construire avec les jeunes eux-mêmes. Le but n'est pas de les encadrer ou de les animer, ou de leur proposer un catalogue d'activités prédigérées, mais de soutenir leurs projets et d'avoir en permanence à l'esprit nos priorités, que nos jeunes soient fiers et heureux de vivre à Montluçon, qu'ils aient la possibilité et l'envie d'y rester ou d'y revenir pour y fonder leur famille. La sécurité. Montluçon reste l'une des villes les plus sûres de France. C'est un atout important à mettre en avant pour attirer de nouvelles populations. Ceci dit, il est clair que la situation se dégrade depuis plusieurs années et les causes en sont multiples, tant locales que nationales. La ville a un rôle primordial à jouer sur l'éducation, la prévention et la dissuasion. Quant à la répression, elle est de la responsabilité exclusive de l'État. Face à cette dégradation, la seule action mise en place pour lutter contre l'insécurité et les incivilités a été l'installation de caméras de vidéoprotection. Je ne rejette pas ce type de mesure, mais cela ne doit pas exonérer la collectivité d'actions de prévention dynamique sur le terrain et d'un accompagnement social efficace. Et sur ces questions, le bilan de la municipalité sortante est insuffisant. Les grands dossiers du territoire. Je serai un défenseur infatigable de nos grands dossiers et un interlocuteur serein et crédible auprès de l'État, du Conseil régional, du Conseil général. Les rendez-vous à venir sont cruciaux et vont nécessiter de créer de nouveaux partenariats et des convergences fortes. Nous travaillerons avec le gouvernement au financement de nos quartiers prioritaires dans le cadre de la politique de la ville et nous travaillerons avec le gouvernement à la réhabilitation du logement social dans le cadre de l'ANRU, et je pense en particulier à la rénovation thermique des logements. Et sur nos liaisons ferroviaires, il faut envoyer un signal fort et clair aux partenaires institutionnels, que sont l'État, les régions, la SNCF et Réseau Ferré de France. Oui, le train est pour nous la priorité. Le développement économique d'un territoire ainsi que la mobilité de ses habitants ne peuvent se réaliser sans transport ferroviaire. Le Montluçon-Vierzon-Paris s'effectuait en moins de 3 heures en 1989. Il en faut près de 4 aujourd'hui, sans compter les retards. Les gouvernements de droite ont abandonné les lignes existantes pour un TGV qui ne verra le jour qu'en 2030 dans le meilleur des cas. Nous la voulons, bien entendu, cette ligne à grande vitesse, mais nous nous battons pour que notre liaison avec Paris soit modernisée dès maintenant. D'ores et déjà,
selon les préconisations du Codera, et grâce aux élus de gauche, et je regarde Bernard Sterlin en évoquant ce point-là, puisqu'il y a largement œuvré. Donc d'ores et déjà, des travaux de rénovation sur les voies entre Montluçon et Vallon seront prochainement engagés. Les trains n'auront plus à ralentir pour des raisons de sécurité. Des automoteurs bimodes, c'est-à-dire traction thermique entre Montluçon et Vierzon, et électrique entre Vierzon et Paris, qui éviteront un changement de motrice à Vierzon, seront mises en service en 2016 avec une diminution conséquente du temps de trajet. Et je réaffirme notre attachement à la liaison Bordeaux-Lyon-Montluçon et au développement du fret ferroviaire. Parlons du centre hospitalier et de la santé. Les années UMP ont sacrifié le service public de santé. L'hôpital a été laissé à lui-même, sans cap précis, sans projet pour développer, sans projet médical pour maintenir la qualité des soins. Le maire sortant, président du conseil d'administration, ce n'est pas être polémique que de dire ceci, mais porte une lourde responsabilité dans ce bilan. Heureusement, une administration provisoire a été nommée par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et travaille pour remettre le centre hospitalier dans la bonne direction. Je la salue, cette direction. Les premiers résultats se font déjà sentir, avec le recrutement de radiologues, un service de cardiologie ressuscité, des déficits en train d'être maîtrisés. Il reste encore beaucoup à faire, et notamment pour l'ouverture des services de coronarographie et de soins intensifs pour les malades victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Mais nous pouvons être optimistes et fiers du travail fait dans notre centre hospitalier. J'agirai pour que la complémentarité entre l'hôpital et la clinique s'établisse dans l'intérêt des patients et en garantissant au personnel des conditions de travail optimales. Quelques mots sur les finances. Chacun connaît la situation des finances de la ville et de l'agglomération. Elle est difficile. La fiscalité est à un niveau très élevé depuis la création d'un nouvel impôt par la communauté d'agglomération qui pèse sur les ménages. Je prends un engagement très clair. Les taux d'imposition ne seront pas augmentés pendant le mandat à venir. La dette a été réduite depuis quelques années, mais le taux d'endettement par Montluçonnais reste très largement supérieur à la moyenne nationale. Nous poursuivrons cet effort. Dans le même temps, la baisse de population a des conséquences importantes sur le niveau des dotations de l'État, dont on connaît par ailleurs la réflexion. Il nous faudra faire des économies, faire des choix, tout en maintenant l'effort d'investissement pour soutenir nos entreprises locales, pour stimuler l'emploi et pour aménager la ville. Chaque euro dépensé devra permettre de redonner du dynamisme à Montluçon, de la vie et du bien-être à nos concitoyens. Une campagne électorale, c'est un programme. C'est une équipe, vous la découvrirez le 6 mars. C'est aussi une confrontation. Nous appelons à l'union de la gauche au second tour et nous aspirons à être le socle de ce rassemblement. Nous n'avons donc pas d'adversaires de ce côté, seulement des concurrents. Face à la droite, nous n'avons pas de comportement revanchard. La ville n'appartient à personne, ni à l'UMP, ni au Parti Socialiste. Elle appartient au Montluçonnais. Quant au maire sortant, j'ai pour lui du respect. Il est mon aîné, il a sa légitimité, au moins jusqu'au 30 mars, et nous avons, j'en suis persuadé, un point commun, l'attachement à notre belle cité montluçonnaise. Je m'étonne parfois de son attitude à mon égard, parfois mondain, du docteur Cotte et Urbain, écrit-il, tantôt dédaigneux, ce n'est qu'un amateur, tantôt haineux. On me dit qu'il m'aurait qualifié de voyou, même si j'ai beaucoup de mal à le croire. Finalement, ce n'est que l'attitude habituelle de la vieille droite qui considère la gauche comme illégitime. Alors la seule question qui mérite d'être posée n'est pas sur nos rapports, mais sur la vision que nous avons du développement de notre ville et du bien-être de ses habitants. Pourquoi un troisième mandat? Pour garder le pouvoir et le transmettre comme annoncé un dauphin ULP?
dont personne ne connaît à ce jour l'identité? Ou pour inverser la spirale du déclin et faire réussir Montluçon? Mais il faudra qu'il explique au Montluçonnais comment, car les vieilles recettes du passé sont celles de l'échec assuré. La ville dont nous avons besoin, c'est celle qui protège dans la crise et qui innove pour l'avenir. Le Montluçon que nous allons construire, c'est celui de l'engagement collectif et de la vie citoyenne, celui du dynamisme économique et du développement durable. L'enjeu de cette campagne, n'allez pas le chercher dans un affrontement partisan. L'enjeu de cette campagne va bien au-delà de nous, va bien au-delà de la gauche. Tous, riches ou pauvres, ont droit à notre sollicitude active. Les questions de parti ou de situation personnelle n'auront aucune influence sur nos actes et l'hôtel de ville sera ainsi véritablement la maison commune, disait Jean Dormois. L'enjeu de cette campagne, à un mois du premier tour, c'est l'avenir de notre ville, de votre ville, Montluçon, que nous aimons tant. Merci à vous. Rendez-vous donc jeudi